contre-productif pour un certain nombre de pays. Et finalement, pour cette vision que je décrivais à l'instant, que les États-Unis ont d'exploitation des richesses et de développement du commerce. Donc, entre deux pragmatiques, je pense qu'on va trouver un accord. Malheureusement, malheureusement, façon de parler, on ne peut pas juger de l'histoire et on ne peut pas juger des faits. L'Ukraine va être fractionnée, ça c'est clair. Vous parlez de Donald Trump, et d'ailleurs pas que vous, plusieurs personnes qui se disent souverainistes, patriotes, considèrent Trump comme quelqu'un effectivement pragmatique, sérieux. Mais on parle de l'État profond depuis un certain temps. On a fait des conférences au dialogue franco-russe avec plusieurs experts, vos collègues. Finalement, peut-il détruire l'État profond? Parce que peu importe, l'empire va rester empire. Et si cet État profond qui nous déplaisait en quelque sorte va changer d'autres États profonds, comment vous voyez cette relation? Alors, vous avez parfaitement raison. L'ennemi véritable de la liberté, c'est l'État profond. L'État profond qui est transfrontalier, évidemment. Et il se prolonge en Europe et il est au pouvoir en Europe. Mais il n'est plus au pouvoir aux États-Unis. C'est ce qui fait cette rupture entre l'Union européenne et les États-Unis, qui va être favorable aux nations, à mon avis. Alors, cet État profond, je pense que les 4 ans où le président Trump s'est trouvé en dehors du pouvoir lui ont permis, à lui et à son équipe, de réfléchir à beaucoup de choses et de préparer la mise en place de ce qu'un de mes amis, que vous connaissez d'ailleurs, appelle le contre-État profond. L'État profond, il n'y a pas de chef. C'est un système avec des banquiers, avec le lobby militaro-industriel, avec les fonds de pension, avec un certain nombre d'organismes d'ONG aussi, qui travaillent en concordance. Je ne dis pas en harmonie, mais qui travaillent en concordance. Donc, n'ayant pas de chef, c'est beaucoup plus complexe à contrôler. Mais quand on s'y prépare, quand on met en place des contre-feux, quand on a réfléchi à la chose, je pense que cet État profond ne sera pas détruit, mais il sera en tout cas moins dangereux qu'il n'y paraît. Cela dit, les États-Unis restent, vous savez, dans une logique capitaliste. Je prends un exemple. L'OTAN. La plupart des pays européens de l'Union européenne sont membres de l'OTAN. C'est même le système de défense des Européens, la plupart des Européens. Le président Trump a dit maintenant il faut que les Européens participent au financement de l'OTAN. Il n'y a pas de menace en Europe. On ne va pas me raconter que la Russie est menaçante. Elle ne l'est pas. Elle a réglé un problème qui était tout à fait légitime. Mais là, elle ne menace pas. C'est pas une puissance agressive. Il faudrait quand même regarder l'histoire des Slaves. Ils ne sont pas allés jusqu'à Madrid. Alors que les Français sont allés jusqu'à Madrid. Ils ont même essayé d'aller jusqu'à Moscou. Bon, donc il y a là quelque chose qui repose sur cette volonté de continuer à dominer, mais d'une manière différente. Cette augmentation nécessaire à laquelle tous les pays européens souscrivent. Il faut que nous augmentions le budget de la défense parce que il y a des menaces. Il y a des menaces. Ça va se traduire comment? Par des achats d'armes. Vers où? C'est inévitablement vers les États-Unis. Regardez, le F-35 est vendu un peu partout. Et ça, je le regrette de manière vraiment fondamentale. C'est fondamental pour nous. Parce que nous avons une industrie d'armement qui est, paraît-il, européenne, qui paraît-il dans l'Union européenne. Nos Rafales, ils sont plus performants que le F-35. On a des
On a des missiles qui sont beaucoup plus performants que les missiles américains, etc., etc. On a une industrie aéronautique, on a une industrie spatiale. Mais les Européens ne vont pas se tourner vers nous. Ils vont se tourner vers les États-Unis. Donc, certes, il y a une rupture, mais il y a, d'une certaine manière, sous cet aspect de, de renouveau de la liberté des nations, de l'indépendance des nations, il y a toujours, finalement, un contrôle des États-Unis. Alors l'État profond sera contrôlé, mais la puissance des États-Unis, qui est en fait derrière cet État profond, ben, elle demeurera, mais elle sera de plus en plus contestée. Alors là, on peut aborder la géopolitique future, hein, donc cette incitation à l'émergence ou à la réémergence des nations. Je fais en parallèle avec ce que l'on disait au XIXe siècle, hein, l'éveil des nations. L'éveil des nations. Mais là, on est au réveil des nations. Alors, il y a les BRICS. Les BRICS, évidemment, il y a la Russie qui en fait partie, la Chine, le Brésil, enfin un certain nombre de pays, y compris l'Afrique du Sud, l'Inde. Et c'est devenu une puissance en soi, mais où chacun est égal à chacun, hein, en principe. Donc, c'est là que se trouve la philosophie de l'avenir. Certains ont imaginé aux États-Unis que traiter avec la Russie, que la Russie retrouve son statut d'avant Maïdan, hein, d'avant l'invasion de l'Ukraine, d'avant l'opération militaire spéciale, ça allait la détacher de la Chine. Je pense que M. Poutine, comme M. Trump, et là je ne sais pas ce que pense l'équipe Trump sur ce sujet, mais je crois qu'il y a peut-être une erreur d'analyse. Je ne pense pas que M. Poutine, je répète, qui est aussi pragmatique que Trump, veuille se séparer de la Chine. Certes, la Chine et la Russie ont été des adversaires dans le passé, ont été des ennemis. Je me souviens des années 60 où il y a eu un conflit sur l'Ussuri, de mémoire, à propos du Nil. On était au bord de la guerre nucléaire entre les deux pays, communistes pourtant. Eh bien, là, l'analyse russe sera, non, là, maintenant, on a un atout, on est proche, on est puissant, à plusieurs, solidaires. Pas d'alliance, mais il y a une complémentarité, il y a une complicité. Donc là, les États-Unis font peut-être une mauvaise analyse. La Russie, certes, va se rapprocher de l'Europe, va retrouver ses activités commerciales, ses relations diplomatiques, ses relations politiques, mais il ne faut pas imaginer qu'elle se sépare de la Chine. Or, la Chine, c'est l'ennemi futur des États-Unis. Et là, dans cette vision géopolitique, les États-Unis ont un caillou dans la chaussure. Vous voyez ? Parce que la Chine n'est pas isolée. Elle est au sein des BRICS et le couple Russie-Chine ne va pas se désagréger pour autant. Voilà ce que je peux dire dans une analyse qui est tout à fait personnelle, hein, évidemment. Pour revenir au conflit, ou plutôt aux négociations, aux conditions pour la paix, on sait très bien, ça a été répété à plusieurs reprises par les Russes, donc les Russes n'accepteront pas les soldats de maintien de la paix à leurs frontières, ils ne veulent pas non plus le gel du conflit, ça c'est clair et net. Comment vous voyez aujourd'hui, parce que ça change quand même, on espère cette accélération positive, mais on ne sait pas, avec prudence, comment vous voyez la configuration des forces dans ces négociations, les Américaines, les Russes et les Européennes qui n'arrivent toujours pas à s'exprimer? Alors, vous avez raison de poser cette question, parce que Macron et puis le Premier ministre britannique veulent envoyer des troupes en Ukraine pour maintenir la paix. Mais
quand on y réfléchit, ce seraient des troupes européennes, hein, des troupes de l'OTAN. Or, c'est l'OTAN qui a déclenché cette guerre. Comment voulez-vous que la Russie accepte qu'il y ait des troupes otaniennes alors que l'OTAN, la volonté d'intégrer l'Ukraine dans l'UE et dans l'OTAN a été une des causes de ce conflit. Ça n'est pas possible, à mon sens. Ça serait complètement illogique. Et je ne pense pas que le président Poutine accepte une telle façon de voir. Ça, c'est illogique. C'est totalement illogique. Alors, l'Ukraine, que va-t-il se passer? J'en sais rien, je ne suis pas dans les négociations. Mais ce que l'on peut imaginer, c'est que satisfaction soit donnée, parce qu'il faut résoudre ce conflit, et le pragmatisme de M. Trump va admettre la pertinence des demandes du président Poutine. C'est-à-dire que le Donbass va être confié à l'administration de la Russie sous une forme ou une autre. Hein, ce sont les Russes qui le verront. On ne parlera même pas de la Crimée. Il y aura le problème d'Odessa, de Sébastopol. C'est sur ces détails que les négociations se porteront. Donc, il ne faut pas imaginer que les Européens aient leur mot à dire là-dedans. Cette proposition de mettre en place une force de maintien de la paix essentiellement européenne, c'est pour l'Union européenne un moyen d'exister. Mais je l'ai dit précédemment, l'Union européenne n'existe plus, de fait, réellement. Donc, on peut se demander s'il sera besoin d'avoir des forces de maintien de la paix. D'abord, pourquoi les Russes auront obtenu ce qu'ils voulaient, et les Ukrainiens, il faudra qu'ils se reconstruisent. Alors là, pour se reconstruire, oui, il y aura du monde, il y aura beaucoup de monde. Alors, se posera peut-être aussi dans les négociations l'avenir de l'Ouest ukrainien, qui est en fait le véritable problème de l'Ukraine. Le véritable problème de l'Ukraine. L'Ukraine est slave, et j'ai toujours dit, depuis le début de ce conflit, alors que je n'étais pas du tout un spécialiste, je suis davantage, vous le savez, un africaniste qu'un analyste de l'Europe. Enfin, inévitablement, quand on fait de la géopolitique, de l'analyse stratégique, on s'intéresse à ce genre de choses. Je pense que c'était une guerre civile, ça. Entre Ukrainiens et Russes, c'était une quasi-guerre civile. L'Ukraine, là aussi je vais enfoncer les portes ouvertes, mais elle n'a jamais été indépendante, depuis, hein, comme on dit en Afrique. C'est un pays qui a été construit par la Russie. Donc l'Ukraine existe, c'est un fait. L'Ukraine va continuer à exister, mais sous quelle forme? Est-ce qu'elle va être sous forme fédérative, avec l'Ouest et l'Est, ou est-ce qu'il va y avoir, ça serait beaucoup plus difficile à mon avis, un partage plus étendu avec la Pologne, enfin tous les pays alentours. Là, j'ai quand même quelques réserves sur cette façon de faire. Mais voilà, je pense que l'Ukraine n'intégrera pas l'OTAN, l'Ukraine n'intégrera pas l'UE. Alors, un statut peut-être de puissance neutre, encore qu'aujourd'hui, les puissances neutres, vous avez vu la Suède, vous avez vu la Suisse, il y a plus de neutralité, ou pratiquement plus. Donc, un statut qui sera satisfaisant pour à la fois Moscou et pour Washington. Parce que l'Ukraine, c'est un pays potentiellement riche. Vous savez que les terres ukrainiennes sont déjà
partagé, hein, que les États-Unis sont propriétaires d'un certain nombre de choses, que les industries, notamment les industries lourdes, là aussi, les consortiums états-uniens sont très présents. Donc l'Ukraine, ça va être une sorte de protectorat au moins économique des États-Unis, et ça sera une sécurité pour la Russie. Voilà comment je vois l'avenir de l'Ukraine. Un petit mot bref peut-être sur ce qui se passe en Roumanie, puisque c'est important vu le contexte général. Alors en Roumanie, Roumanie comme la Géorgie, hein, là il y a des manipulations, et puis il y a des choses qui sont inadmissibles, hein. Quand on refuse, et ça c'est, vous voyez, la Roumanie c'est l'exemple même des dérives de l'Union européenne. C'est une dérive totalitaire. C'est une dérive totalitaire. Solzhenitsyn, qui est un immense écrivain russe, disait à propos de l'Union européenne qu'elle était sur le point de devenir l'équivalent de l'URSS. Et il a parfaitement raison. Il avait parfaitement raison. Et c'est un totalitarisme, l'Union européenne. Si vous ne pensez pas fédéralisme, si vous ne pensez pas Union européenne, si vous n'agissez pas et si vous ne votez pas conformément à la doxa européenne, eh bien, vous risquez d'avoir une contestation de vos élections et puis une suppression et des restrictions d'ordre politique. Et donc ça aussi, c'est une des raisons de l'effondrement, à mon avis, futur, proche de l'Union européenne. Et ça a été dit par Solzhenitsyn presque il y a 20 ans. Absolument, oui, mais ça n'a cessé de s'aggraver. Ça n'a cessé de s'aggraver, bien sûr. Les États-Unis sont au cœur de ce livre et votre livre Futur Entre-temps, même si ça parle beaucoup de l'Union européenne. Vous citez beaucoup de conseillers, de grands penseurs américains, penseurs et conseillers extérieurs dans leur politique. Certes, tous les chefs de l'Amérique sont patriotes, nationaliste, en quelque sorte, dans le bon sens du terme, si je peux dire. On peut même exagérer. Est-ce qu'il y a un penseur américain qui va toujours influencer la pensée, la profondeur de la pensée extérieure américaine, peu importe les administrations? Alors jusqu'à présent... À part Brzezinski. À part Brzezinski. Oui, il y a un certain nombre de penseurs, hein. Il y a Wolfowitz, il y a Kagan, qui est le mari de Victoria Nuland. Il y en a un certain nombre qui tous ont, décrit ce que devait être l'hégémonie états-unienne au XXIe siècle. Mais on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'aucun d'entre eux, tous disaient à peu près la même chose s'agissant de l'Eurasie. Il fallait contrôler la péninsule européenne pour pouvoir contrôler l'ensemble eurasiatique. Et quand on contrôle cette masse continentale, après le reste, l'Afrique, l'Amérique du Sud, tout ça, c'est très facile, ça se décline. Hein. Donc tous, mais aucun, à mon avis, n'a envisagé cette évolution du monde. Je faisais allusion tout à l'heure à Francis Fukuyama, qui disait la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'était pour lui la domination des États-Unis absolue et incontestée. Et on voit bien que cette domination, elle n'est plus du tout d'abord aussi puissante qu'elle l'était, et puis surtout son avenir est contesté. On pourrait aborder la dédollarisation du monde de plus en plus, qui s'accélère de plus en plus, le contournement du système d'échange de capitaux, le SWIFT, hein, par le SPSF sino-russe ou russo-chinois, l'abandon, la défection de l'Arabie saoudite. Vous savez qu'après la guerre,
Roosevelt avait, en retour de Yalta, avait signé le pacte de Quincy à bord d'un croiseur sur le lac, sur le Nil. Ce pacte de Quincy faisait en fait un échange intéressant pour l'Arabie de l'époque, qui lui permettait de vendre son pétrole, mais en retour, et d'être assuré. La famille royale était protégée, et les États-Unis exploitaient, c'était l'origine de l'Aramco, hein, donc le pétrole contre des dollars, le pétrodollar. Et donc l'Arabie saoudite, c'était valable pour 60 ans cette affaire. Ça avait été renouvelé. Et là, l'Arabie saoudite, le prince héritier, a accepté de commercer avec les Chinois en yuan, par exemple. Donc et puis de demander l'intégration des BRICS, hein, du système BRICS. C'est un exemple parmi bien d'autres de la perte d'influence de la monnaie américaine, et ça va s'accélérer, malgré ce que peuvent dire certains, ça ne peut que s'accélérer, parce que au travers du dollar, c'est la domination absolue des États-Unis. Et ça vient du découplage de l'époque de Nixon, hein, en 71, de l'or et du dollar. Tant que le dollar reposait sur l'or, bon, c'était acceptable, mais à partir du moment où il y a eu ce découplage et qu'une monnaie domestique, une monnaie nationale, le dollar, est resté une monnaie de référence, ça a permis toutes les dérives, évidemment, dont on souffre aujourd'hui. Donc l'hégémonie états-unienne, elle est contestée, elle n'est pas totalement vaincue, mais elle est terriblement contestée. Et je pense que M. Trump, qui, je le répète, est un pragmatique, un réaliste, a parfaitement compris cette affaire. Et il va tout faire. Il a d'ailleurs parlé du dollar, hein. Il voulait que cette monnaie reste une monnaie internationale. Mais ça, c'est un vœu. Il verra bien si c'est possible. Si c'est pas possible, ben, il acceptera toute autre chose. Parce qu'il y a aussi le risque d'inflation aux États-Unis, le risque d'effondrement monétaire. Donc, et c'est un homme d'affaires, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, il va faire très attention à tout ça. Et là, je pense que nous allons vivre très rapidement, aussi bien en Europe, aux États-Unis, n'en parlons pas, en Amérique du Nord, mais également dans le monde, en Asie et dans le monde entier, un bouleversement fantastique. Vous êtes le deuxième intervenant optimiste après Alain Juillet qui vient en dialogue, c'est très bien. Votre livre, la suite de Dieu n'a pas béni l'Amérique, se prénomme Dieu toujours heureux en France. Rapidement, de quoi il s'agit? Vous aurez, je pense, l'occasion de le présenter au dialogue franco-russe prochainement, peut-être dans quelques mois. Alors, il est heureux en France, Dieu? C'est un peu la suite de Dieu n'a pas l'Amérique. Alors pourquoi cette question? Dieu est-il toujours heureux en France? Je me suis fondé sur comment dire, un mot des Allemands, une façon de dire des Allemands d'autrefois, parce que maintenant les choses ont changé, c'est glücklich wie Gott in Frankreich, ce qui veut dire heureux comme Dieu en France. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque? Ça voulait dire que la France était le pays où il fait bon vivre, où l'art est présent, la culture, la langue, mais aussi la force et le droit. C'était tout ça qui faisait la richesse de la France. Et Dieu ne pouvait qu'être heureux dans un pareil pays. Et dans la même époque, les Allemands parlaient de la grande nation. Die große Nation. La grande nation, ben, ils étaient un peu jaloux, et c'était la France. Alors je me suis interrogé, et c'est pour ça que j'ai donné ce titre à mon futur bouquin,
Alors, il paraîtra le 24 mars, donc il n'est pas si futur que ça, c'est bientôt. Est-ce que Dieu serait toujours heureux en France? J'ai inversé la proposition. À la fin de l'ouvrage, je dis, sous telle et telle condition, Dieu sera à nouveau heureux en France. Alors évidemment, j'analyse tout au long de ce parcours les trahisons que la France a subies. Alors je remonte dans l'histoire, c'est pas la première fois que la France est trahie. Elle a été trahie, à l'époque de Charlemagne, il y a l'exemple symbolique de Ganelon, Ganelon qui a trahi Roland et qui a fait que Roland a été tué. Mais ça, c'est le symbole. Mais après, on peut passer par Jeanne d'Arc, trahi par l'évêque Cochon, qui a travaillé pour les Anglais. Déjà, les Anglais, vous vous rendez compte? Oui. Et puis après, le Grand Condé, et puis j'en cite d'autres, et on arrive à la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un certain nombre, après la Seconde Guerre mondiale, de personnalités qui, ayant une vision étriquée de la France, ont participé à ce que j'appelais tout à l'heure l'idée américaine de fédérer les pays européens. C'était Jean Monnet, par exemple. C'était Robert Schuman. Robert Schuman qui a fait le plan Schuman. Le plan Schuman, c'est pas lui qui l'a rédigé. Il a été rédigé aux États-Unis. C'était avec le secrétaire d'État de l'époque que ça a été rédigé. Le plan Schuman, c'était la CECA et c'était l'avenir de l'Europe en tant que fédération. Puis il y en a eu un certain nombre d'autres. Et puis voilà. Et puis j'analyse l'attitude des présidents de la République depuis le général de Gaulle et Pompidou. Et j'ai constaté une chose, c'est qu'il y avait, indépendamment de leur vision sociale ou politique, trois grands présidents, Giscard, Mitterrand et Chirac. Ça peut vous paraître étonnant, mais ces trois présidents ont été des soldats et de bons soldats. Bon, c'est un officier qui parle, évidemment, mais et c'était des patriotes. Que l'idéologie le veuille ou non, tous les trois ont été des patriotes. Et même s'ils ont eu des engagements européens, derrière ces engagements, il y avait une pensée française. Une pensée française. Après Chirac, ça a été tout autre chose. Ça a été tout autre chose. Et j'en arrive au président actuel, où alors là, je crois que la France a été conduite dans une situation qui est extrêmement périlleuse. Voilà, c'est un peu tout ce que je détaille, décris, éprouve dans ce bouquin. Alors je pars d'un constat. Il y a deux conceptions de la vérité. Il y a la vérité idéologique. On a une idéologie et puis on a des œillères. Et si on sort de l'idéologie, on est dans le faux. Et c'est un peu ce qui se passe avec les penseurs européens. Et puis il y a les faits. L'histoire repose sur des faits. Le fait, ça ne peut pas être contesté. Cette table, elle est en verre, c'est un fait. C'est du papier, c'est un fait. En histoire, c'est pareil. Et quand vous vous appuyez sur des faits pour bâtir une idée, en principe, vous êtes beaucoup plus proche de la vérité que ne le sont les idéologues. Alors évidemment, pour ce qui me concerne, et pour le thème du livre, j'ai un postulat au début. Postulat, c'est l'amour de la patrie. Si on aime la France, eh bien, après, on s'appuie sur des faits pour aboutir à une vision politique qui n'est pas du tout celle que la doxa, c'est-à-dire les idéologues, proposent. Voilà, de manière schématique, le thème de cet ouvrage. Vous parlez de Jacques Chirac, justement, juste un petit rappel à faire. Notre association a été créée par Jacques Chirac et Vladimir Poutine il y a 20 ans, 21 ans cette année. Mais on est loin de cette époque, en effet, de cette amitié profonde qui nous unissait.
Merci beaucoup, Henri